singulière de Michel Crépeau, évoquant sa ville de La Rochelle et les politiques qu'il y menait avec autant de passion que celle mise par Carole tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait, à une époque où les questions environnementales n'étaient pas aussi populaires qu'elles le sont aujourd'hui, d'agir en défricheur, de montrer qu'il y avait pour les jeunes générations, à travers les questions environnementales et les questions environnementales déclinées dans les villes, et les villes moyennes notamment de notre pays, un enjeu considérable de progrès, de développement de l'économie, du lien social, des transports. Je ne peux pas non plus oublier d'autres personnalités importantes, je ne les citerai pas toutes, mais lorsque Maurice Faure prenait la parole à la tribune d'un congrès de votre parti et qu'il évoquait le temps long de votre histoire et les combats dans lesquels vous aviez été engagé, convoquant d'ailleurs dans ses discours un certain nombre de grandes figures du parti radical que Carole évoquait à l'instant, qu'il s'agisse de Doumer, qu'il s'agisse d'Herriot, qu'il s'agisse de Pierre Mendès France, qu'il s'agisse de Jean Zay, de Ferry et d'autres encore, et de Clémenceau bien entendu, qui joue un rôle si fondamental dans la naissance de votre tradition et de votre histoire politique. Il était excellent par l'usage de l'art oratoire, par l'humour systématiquement convoqué, par la précision d'ailleurs des références historiques. Et si vous êtes un grand parti, au sens où vous inscrivez dans une grande histoire, c'est précisément parce que vous avez toujours eu à la tête de votre organisation des leaders qui ont eu conscience de l'endroit d'où ils venaient, de l'héritage qu'ils transportaient avec eux, des valises qui leur avaient été léguées par tous ceux qui les avaient précédés et qui étaient riches de combats parfois difficiles, de valeurs conquises de haute lutte, de lois adoptées parfois dans le tumulte et la violence des débats parlementaires où à l'époque rien n'était jamais abaissé, mais où les joutes oratoires conduisaient des orateurs brillants et impitoyables à convoquer la férocité de leur intelligence et de leur humour pour réduire à néant leurs adversaires lorsqu'ils témoignaient de leur mauvaise foi. Il faut dire de ce point-là que les mœurs ont beaucoup changé, que les moyens utilisés ont beaucoup évolué et que le Parlement en a beaucoup perdu en dignité et en hauteur. Et chez les radicaux, il y a une tradition très forte qui est celle de la volonté de la rupture mise au service de la République et de ses valeurs. La radicalité et le radicalisme tel que vous l'avez vécu a été au fondement de ce qu'est la République telle que nous l'aimons. Et lorsque l'on relit les discours et les grands textes des radicaux prononcés au Parlement, à l'Assemblée nationale notamment, au début du siècle dernier, on constate que lorsqu'il fut nécessaire de déployer beaucoup d'énergie pour séparer l'Église de l'État dans une période où les monarchistes menaçaient toujours la République de leur volonté de retour. Et avec leur volonté de retour, il y avait toujours l'ambition de faire en sorte que la monarchie se conjuguât avec la monarchie de droit divin, c'est-à-dire la confusion de l'Église et de l'État. Et la confusion de l'Église et de l'État, c'était une éducation qui donnait à la religion une place prépondérante. C'était la difficulté d'arriver à l'école pour y apprendre ce que les Lumières nous avaient enseigné de rationalité, d'amour du progrès, de la science. Entrer à l'école, lorsque l'école se confondait avec l'enseignement du catholicisme, c'était ne pas être garanti qu'au sortir de l'école, même si ceux qui en sortaient savaient lire et écrire, il y aurait nécessairement des esprits libres, capables de juger par eux-mêmes, de choisir pour eux-mêmes, par l'exercice de leur libre conscience, leur propre chemin, pour être assurés d'être des citoyens libres dont la démocratie, précisément, avait grand besoin au moment où elle s'instaurait en se confondant avec la République. Alors la laïcité, il fallait des combats radicaux pour l'instaurer, et c'est la raison pour laquelle vous étiez imprégné de radicalité, mais cette radicalité, vous la mettiez au service de valeurs qui vous interdisaient toujours l'extrémisme, la violence, les dérapages. La laïcité, pour vous, c'était la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on était en situation de faire le choix de sa propre religion,
d'être toujours garanti qu'on pourrait bénéficier de la protection de l'État, qui n'en reconnaissait aucune, précisément pour permettre à chacun de vivre la sienne librement, si toutefois il faisait le choix d'avoir une religion. C'était la protection de l'État donnée à chacun pour que chaque citoyen soit libre. C'était la possibilité aussi d'affirmer la prééminence toujours de la loi de la République sur toute autre forme de loi qu'on aurait pu imposer à ses citoyens et qui aurait été de nature à remettre en cause sa liberté. C'est la raison pour laquelle la République vous doit, dans ses principes, dans ses valeurs, la laïcité, la liberté, la concorde, mais aussi l'égalité, lorsque vous avez décidé de mettre sur les fonds baptismaux de la République l'école comme le lieu où chacun pouvait apprendre, et notamment les plus défavorisés. L'école de la République aurait-elle formé autant de normaliens, autant d'agrégés de lettres, de philosophie, de sciences, venus des milieux les plus modestes, s'il n'y avait pas eu, à un moment de l'histoire de la République, des radicaux, des socialistes agissant ensemble au Parlement, au commencement de la République et de la démocratie définitivement instaurée, pour faire en sorte que cette aspiration à l'égalité des chances fût toujours possible. Voilà pourquoi d'être avec vous aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'avoir une si belle histoire si nous n'en faisons rien? J'évoque simplement l'histoire parce que j'ai beaucoup souffert au cours des derniers mois de voir une partie de la gauche oublier l'ensemble de ces legs qui nous ont été confiés, de ces relais qui nous ont été placés, d'avoir oublié l'esprit de Jaurès lorsque, dans ce très beau discours prononcé dans cette région en 1905, évoquant la laïcité, il appelait au refus de la violence, de la confrontation, et faisait de la laïcité l'instrument de la concorde, de la fraternité, de la compréhension de l'autre, de l'altérité, très belle valeur républicaine, si étroitement liée à la laïcité, et qui veut que lorsque l'on s'adresse à autrui, dans la vie politique notamment, on refuse d'agir à l'encontre d'autrui en l'injuriant, en l'insultant, en agissant avec violence contre lui précisément, parce qu'on n'aimerait pas que ce type d'acte soit commis à l'égard de soi-même. Jaurès, Blum enfermé avec Mandel dans les geôles des SS et s'interrogeant sur la signification profonde de l'engagement républicain alors que l'un des deux savait qu'il allait mourir sous les balles des nazis. Magnifique combat aussi de Pierre Mendès France montant à la tribune de l'Assemblée nationale sous les huées des conservateurs lorsqu'il s'agissait d'engager la décolonisation. Magnifique figure de Léon Blum aussi, patron du Front populaire, engageant le pays dans un ensemble de réformes sociales exceptionnelles qui changèrent le visage du pays, mais contre lequel on organisait des manifestations nombreuses au motif qu'il était un juriste fin, trop élégant, parlant trop bien, et qui, pour toutes ces raisons-là, n'apparaissait pas comme étant assez à gauche à M. Torres et à tant d'autres. C'est cela notre histoire. Qu'aucun homme politique, qu'aucune femme politique, qu'aucun parti politique ne sait indiquer la direction s'il n'est pas capable d'expliquer d'où il vient. Il faudrait que nous laissions Blum, Jaurès, Mendès France sur le chemin et que nous convoquions Simon Bolivar et Maduro, dont nous devrions découvrir subitement que nous leur devons tout. Excellent. Il faudrait quand même être singulièrement oublieux de ce que sont les grandes figures, les grandes valeurs, les grands principes de notre histoire pour nous abandonner à une telle pente. Mais nous ne devons pas simplement dire ce que nous avons été. Nous ne devons pas non plus d'ailleurs dire ce que nous sommes par différenciation des autres, à gauche, dont nous sentons bien la dérive. Nous devons dire tout simplement ce que nous sommes au regard des enjeux fondamentaux auxquels le pays est confronté et qui ont été en grande partie évoqués à l'instant. Et pour ne pas être trop long, je voudrais en évoquer 4 rapidement avant que de conclure par quelques considérations sur l'avenir. Le premier sujet fondamental, il est celui de la justice sociale. Si l'on est de gauche, on doit vouloir à tout prix, à chaque instant, absolument la justice sociale et en même temps avoir le courage d'expliquer aux Français
qu'il n'y a pas de justice sociale possible s'il n'y a pas d'efficacité économique qui permette de créer la richesse. Un part très singulier et étrange intellectuellement, qu'ont pu reprocher à ceux qui gouvernaient d'avoir pris des mesures en faveur des entreprises au moment où notre compétitivité était par terre, au moment où il fallait la redresser, au moment où il fallait créer les conditions de nouveau de la production, de la réindustrialisation du pays. Et on a vu les conséquences de la désindustrialisation sur notre souveraineté au moment de la crise de la Covid-19. Mais si nous ne créons pas les conditions d'efficacité économique pour qu'il y ait une croissance sobre et sûre, qu'allons-nous redistribuer? Lorsque nous aidons les entreprises, c'est parce que nous savons aussi, et dans cette région, l'évocation d'Airbus tout à l'heure, et d'Alstom en témoigne s'il en était besoin, c'est que nous savons que dans l'économie, les entreprises sont aussi le lieu de la création de la richesse, du transfert de technologie, de l'innovation. Et il n'y a pas de possibilité, dans aucun territoire, surtout dans les territoires en difficulté, de pouvoir créer les conditions de l'activité et de l'emploi si on ne crée pas un lien entre le monde de l'entreprise, de l'université, de la recherche fondamentale, des plateformes technologiques. Et on sait aussi que face à la compétition internationale dans une économie globalisée, notre compétitivité résulte en grande partie de notre capacité à innover. Alors oui, possibilité de production, qu'il n'y a pas de possibilité de croissance, qu'il n'y a pas de possibilité d'innovation, si nous ne sommes pas la gauche qui garde une foi profonde dans le progrès, dans la science, et qui ne considère pas que le progrès et la science ayant été à l'origine du productivisme, il faudrait jeter la science et le progrès au motif qu'on serait fondé à condamner le productivisme dans ses errements. Voilà quel est le chemin de tous ceux qui croient à la justice sociale et qui savent que la justice sociale n'est pas possible sans développement économique. Mais la justice sociale, ça n'appelle pas simplement une économie qui fonctionne, ça appelle aussi des décisions qui soient justes et qui permettent à ceux qui sont les plus en difficulté, les plus vulnérables, qui assument les métiers les plus difficiles, d'être reconnus pour les métiers qu'ils font et non pas pénalisés lorsque les réformes sont conçues par le gouvernement. Et je voudrais de ce point de vue-là, puisque c'est l'actualité, dire quelques mots sur la réforme des retraites. C'était sans doute très bien de remercier les travailleurs de la première et de la deuxième ligne au lendemain de la pandémie. C'était bien et juste de le faire, parce que ces travailleurs du secteur public et du secteur privé ont beaucoup donné d'eux-mêmes dans une situation qui était particulièrement difficile pour le pays et pour les services dans lesquels ils agissaient, je pense notamment aux services de santé publique. Mais c'est curieux d'avoir utilisé tant de mots et tant de temps d'antenne pour leur exprimer notre gratitude, et une fois la crise terminée, que de mettre en place une réforme des retraites qui fera de ces salariés-là les premiers contributeurs, alors qu'ils sont les plus vulnérables, les plus sensibles à cette réforme, pour des raisons qui tiennent au fait qu'ils ont commencé à travailler tôt dans les métiers les plus pénibles, et que l'allongement de la durée de cotisation combiné à la retraite à 64 ans les conduira à partir plus tard, en ayant déjà beaucoup donné dans des conditions particulièrement difficiles pour les métiers que je viens d'évoquer. Cette réforme est injuste. Cette réforme est justement combattue aujourd'hui par les organisations syndicales avec une dignité, un sens des responsabilités, qui fait que si l'on est de gauche et que l'on croit que l'injustice doit être combattue, notamment dans la rue par des organisations syndicales lorsqu'elles se mobilisent avec dignité, alors on a pour devoir de ne pas abaisser le débat parlementaire et de ne pas le rendre impossible et de ne pas procéder par injure et dans la violence à l'égard de ceux qui portent cette réforme, surtout si on les combat avec la plus grande détermination, parce que lorsqu'on combat en politique, ce sont les convictions qu'on convoque, jamais la violence, parce qu'elle abaisse tout. De condamner ceux dont les comportements sont condamnables dans l'opposition. Il s'agit aussi d'être capable de dire au gouvernement: vous ne pouvez pas mener une réforme de cette ampleur avec trois arguments, le 47.1, le 44.2 et le 49.3. Ce n'est pas la formule pour le prochain loto gagnant que je vous donne là, c'est l'équation de la réforme telle qu'ils l'ont conçue. Le 47.1 pour limiter le débat, le 44.2 pour bloquer le vote, et le 49.3 pour le contraindre à l'Assemblée nationale
alors même que les Français, par centaines de milliers, défilent dans la rue pour dire qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Alors plutôt que d'abaisser tout, alors que l'enjeu est aussi important, que les Français sont angoissés par l'injustice sociale, il faut leur donner un débouché politique. Le débouché politique, c'est bien entendu le débat possible, c'est la dignité pour appuyer les organisations syndicales qui elles-mêmes sont dignes. Mais c'est aussi, si cette réforme devait être imposée dans les conditions que je viens d'indiquer, la possibilité d'utiliser le référendum d'initiative partagée qui peut permettre, un an après que la réforme aurait été adoptée dans des conditions injustes, de permettre au Parlement et aux citoyens de faire en sorte qu'une autre réforme soit possible, cette fois-ci plus juste, meilleure, en abrogeant celle-ci. La justice sociale, ce sont aussi les services publics, l'école, la justice, la police. Est-ce que c'est la même chose que de mettre en place la révision générale des politiques publiques qui aboutit à la suppression de dizaines de milliers d'emplois dans les services publics, que de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, comme cela a été fait la dernière fois où la gauche a gouverné, 13 000 postes dans la police, comme cela a été fait la dernière fois où la gauche a gouverné, de créer 39 000 postes à l'hôpital, comme cela a été fait la dernière fois où la gauche a gouverné. Est-ce que c'est la même chose que de privatiser progressivement l'éducation nationale, que de créer les conditions pour qu'il y ait plus de maîtres que de classes pour faire en sorte que les enfants les plus en difficulté aient la possibilité d'être accompagnés davantage précisément parce que leur situation le justifie. Non seulement nous devons vouloir la justice sociale, parce que la République c'est ainsi que nous la concevons, mais nous devons aussi vouloir la restauration des services publics. La justice sociale, les services publics, premier thème. Deuxième thème, faire en sorte de réussir la grande mutation écologique par la construction d'une croissance sobre et sûre. J'aurais mille choses à vous dire sur ce sujet, je n'en ai pas le temps. Mais essayons quand même de qualifier des angles morts de l'autre gauche pour essayer de les dépasser, d'en sortir. On ne peut pas réussir la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique si nous n'avons pas des modes d'énergie totalement décarbonés. Peut-on avoir une énergie totalement décarbonée en sortant totalement du nucléaire et en favorisant que les énergies renouvelables? Je ne le crois pas. Ce serait une folie que de le faire, pour la bonne et simple raison que les énergies renouvelables elles-mêmes seront aussi contestées que le nucléaire l'a été jusqu'à présent, compte tenu du nombre d'éoliennes, par exemple, qu'il faudrait pour compenser la fermeture de tous les réacteurs. Donc il faut un mix énergétique où le nucléaire et les énergies renouvelables soient favorisés ensemble, sans quoi il n'y aura pas de décarbonation du mode de production énergétique. Mais il n'y aura pas non plus d'accès des électro-intensifs à une énergie qui est un prix compatible avec ce que la compétitivité exige. Il n'y aura pas d'orientation de toute la production vers les objectifs de la croissance sobre et sûre si on ne passe pas d'une agriculture intensive qui utilise trop d'intrants à une agriculture extensive, respectueuse des sols et favorisant la production de produits de qualité. Il n'y aura pas non plus de croissance sobre et sûre si nous ne créons pas les conditions du développement de secteurs entiers encore insuffisamment encouragés notamment par l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'éco-construction, de l'électromobilité, de la politique énergétique de demain. Bref, il y aurait là mille choses à dire pour faire en sorte que la gauche de demain soit celle de la croissance sobre et sûre. Le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est sur la République. La conception que nous avons de la République, je l'évoquais tout à l'heure en convoquant votre contribution à notre héritage commun, nous oblige à avoir une conception de la politique à laquelle je tiens beaucoup. La conception que nous avons de la politique, elle nous conduit à considérer quiconque est dans le débat public, qu'il partage ou non nos convictions, comme un citoyen qui doit être respecté en tant que personne. L'art de la politique n'est pas un art de la séduction. Ça ne conduit pas à venir devant des citoyens en essayant de leur plaire, en essayant de les ramener à soi par les jeux de la séduction. Ça consiste parfois, la politique, à accepter d'être seul en raison de ses convictions et de ramener à soi les autres par la force du discours, la puissance des arguments, et avec d'autant plus de facilité que ceux qui ne partagent pas
nos opinions et nos idées sont regardées par nous qui voulons les convaincre avec un immense respect parce que nous sommes des humanistes. Oui, je suis choqué lorsque je vois la convocation des injures, des insultes à l'Assemblée nationale, la manière dont on peut traiter sur les réseaux sociaux, dans l'anonymat, certains responsables publics qui donnent beaucoup d'eux-mêmes parce qu'ils ont la passion de l'intérêt général, de la chose publique. Je suis choqué lorsqu'on insulte des élus au motif qu'on appartient à une corde anonyme, numérisée, et qu'on s'autorise tout parce qu'on est convaincu qu'on ne sera jamais en situation de devoir rendre compte de rien. Je suis choqué lorsque des ministres dont je ne partage pas les orientations, dont je ne partage pas les objectifs, dont je condamne les choix politiques, sont insultés et injuriés, parce que j'ai l'impression que c'est mon pays tout entier qu'on abaisse et qu'on blesse lorsqu'on se comporte ainsi. Et je ne peux pas concevoir que la gauche soit, même pour partie, de cette famille-là, qui agit ainsi, qui se comporte ainsi. La gauche que nous aimons, c'est la gauche qui s'est dressée au moment de l'affaire Dreyfus pour qu'un innocent que l'on accusait à tort soit innocenté par la force de la vérité. Quand je vois une gauche qui est l'héritière, finalement, historiquement, de ces combats pour la vérité, se mettre à mettre en cause des innocents en les faisant passer pour des assassins, alors que la justice, le Parlement, a pu enquêter, investiguer, savoir, je me dis qu'il y a loin de ceux qui, comme Zola, ont écrit « J'accuse », à ces accusateurs d'opérettes cyniques qui ont pour seul et unique objectif de toujours se projeter au-devant de la scène en utilisant des drames pour faire de la politique comme nous n'en ferons jamais et comme je vous demande solennellement de ne jamais en faire. La politique telle que nous l'aimons, c'est une politique qui met la vérité au cœur de tout. C'est une politique qui donne aux institutions de la force en exigeant d'elles qu'elles soient toujours dignes. C'est une politique qui fait en sorte que ceux qui s'expriment convoquent la sincérité toujours, parce que sans la sincérité, il n'y a pas de confiance. C'est une politique qui fait en sorte que le lien de la confiance ne soit jamais rompu, et que par la proximité, par la solidité des convictions, par la force de l'engagement, d'autres citoyens s'engagent pour prendre la relève et faire en sorte qu'il y ait après nous qui avons fait comme nous pouvions pour exercer nos responsabilités, sans être jamais sûrs de bien faire, d'autres générations de républicains qui se lèvent et qui se dressent pour prendre la relève. Vous êtes, chers amis, les héritiers de tout cela. Et si l'on veut que cette gauche que nous voulons représenter tous ensemble s'incarne, convainque, redevienne majoritaire, alors il faut que tous ceux qui pensent ainsi et qui peuvent appartenir à des sensibilités différentes, à des partis différents, à des clubs différents, essaient à un moment donné, dans un lieu, de se rassembler dans l'esprit de respect, de concorde, dans la passion de la chose publique, pour échanger et affiner le projet dont nous avons besoin pour la France. C'est ce que j'essaie de faire modestement. Pas seul, car finalement, dans cette convention que nous avons créée, il y a près de 100 maires, un peu plus d'une dizaine de présidents de département, il y a des élus régionaux, il y a une vingtaine de parlementaires. Et pour que les choses soient bien claires, je ne fais pas ça pour moi, je vois que les journalistes font des papiers sur 2027, etc., comme si c'était mon obsession. Si j'avais eu cette obsession, je m'y serais pris bien plus tôt. Et cette obsession, elle tue tout, elle abîme tout, elle aussi, elle abaisse tout. Car finalement, penser à 2027, alors même qu'il n'y a ni force, ni projet, ni troupes rassemblées, c'est-à-dire penser à l'incarnation avant que la question de l'incarnation se pose, n'a aucun sens. Et dans cette salle, il y a déjà beaucoup de femmes et d'hommes qui peuvent porter cette ambition. Et moi, je ne suis pas prêt à détruire toutes les hypothèses dès lors que l'hypothèse ne serait pas ma personne. J'encouragerai toutes les hypothèses qui marchent. Je le ferai avec passion, je le ferai pour d'autres,
je le ferai avec engagement, parce que c'est ma conception de la politique, que c'est toujours ainsi que j'ai agi. Mais qu'on ne vienne pas me dire, lorsque je m'exprime ainsi, que je m'exprime ainsi parce que je ne suis pas prêt à prendre moi-même mes responsabilités, au motif que j'en aurais pas envie. Si il faut que j'y aille moi-même, parce que les circonstances seront telles qu'il faudra prendre ses responsabilités, alors je le ferai, mais nous sommes si loin. Une fois que la question 2027 est abordée, ce n'est pas parce que personnalité en parle, c'est parce que les journalistes posent des questions. Et moins vous répondez aux questions qu'ils vous posent, plus ils formulent des réponses à votre place. Pourquoi? Parce que le papier ne refuse pas l'encre. Comme le fruit de notre rassemblement et de notre témérité, nous puissions dire de nouveau, et c'est fondamental que nous y parvenions, que l'espérance, oui, l'espérance est plus belle que la colère, parce que l'espérance nous met sur un chemin qui rend tout de nouveau possible, alors que la colère est à tout jamais une impasse. Je crois la première fois que je vois un non-radical obtenir une standing ovation dans une salle de radicaux. Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve.